Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Point I. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Mohamed El Imadi, chef de la rébellion du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Nous aborderons avec lui l'actualité ou les actualités tchadiennes, l'état de son mouvement, le rapport entre la France et le Tchad et bien d'autres questions. Je suis Bello Bakari Mana. Bienvenue à tous et à toutes. Mohamed Madi Ali, bonjour. Vous êtes le chef du Front d'action pour l'alternance et la concorde du Tchad. Depuis votre attaque d'avril 2021 où le président Déby Itno a trouvé la mort, vous et votre troupe avez été défaits. On n'entend plus parler de vous, de votre mouvement Le FACT. Je vais dire, vous avez été défaits militairement. Pourquoi depuis lors, vous avez gardé silence? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Avant tout, permettez-moi de faire un petit rappel historique en ce qui concerne le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le FACT a vu le jour le 2 avril 2016 et avait posé comme principe, comme voie, contribuer à ce que l'alternance politique au Tchad soit une réalité. Contribuer à ce que l'état de droit, la démocratie, la justice, l'équité entre les Tchadiens, l'égalité, soient des réalités au Tchad. Partant de là, nous avons d'ailleurs de tout temps tendu notre main pour que les problèmes tchadiens soient résolus par le dialogue, soient résolus par la voie pacifique. Mais en face, la réponse était toujours négative et avec une certaine méprise et une certaine condescendance, comme si nous serions des extraterrestres, des gens qui n'ont aucun droit dans ce pays, le Tchad. Obligés et contraints, nous avons continué notre lutte. Sur le chemin de la lutte, il y aura plusieurs batailles. En avril 2021, c'était l'une des batailles. Mais détrompez-vous, le FACT conserve totalement sa force de frappe et si depuis avril 2021, le FACT n'a pas bougé parce que nous avons privilégié d'autres voies, à savoir le dialogue et la voie pacifique. Donc, en même temps, si on opte pour la voie pacifique et faire la guerre de l'autre côté, ça n'a pas de sens. Nous sommes des Tchadiens, nous avons grandi dans ces pays-là et on sait les méfaits de la guerre. Depuis plus de 50 ans, ces pays vivent dans un cycle de violence infernale. Nous voulons en sortir de cette habitude-là. Mais pour faire la paix et pour dialoguer, il faut être deux. Nous n'avons pas un interlocuteur fiable en face. Et les résultats, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Le pays est à terre, aucune administration, aucune autorité de l'État. Et on patoche, on navigue à vue. Voilà les réalités actuelles du pays. Et soyez-en sûrs que le FACT continuera sa lutte jusqu'à ce que ce qu'on appelle état de droit et démocratie soit des réalités au Tchad. Bien, Monsieur Madi, mais vous dites en même temps vouloir dialoguer et ne pas faire la guerre, si j'ai bien compris. Alors, il y a eu le pré-dialogue
de Doha. Pourquoi alors, quand on entend votre position, pourquoi alors avoir refusé de signer et de participer au dialogue national inclusif qui a eu lieu? Pourquoi n'avoir pas signé, donner la chance au moins à ce dialogue-là et de participer, même si après vous allez contester? Vous ne pouvez pas en même temps prôner le dialogue et refuser de signer le pré-dialogue et de participer de Doha et de participer au dialogue inclusif, au dialogue national inclusif qui a eu lieu à N'Djamena. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, tout juste après les événements d'avril 2021, nous étions le premier à répondre à l'appel de la société civile et de l'association de chefferie traditionnelle sur le cessez-le-feu. Le 23 avril 2021, nous avons répondu positivement à l'appel du cessez-le-feu. Ça démontre à suffisance notre bonne disposition à vouloir régler les problèmes pacifiquement. Nous avons envoyé nos émissaires partout, que ce soit à Doha, que ce soit à Rome, que ce soit à Lomé, pour essayer là aussi de régler les problèmes pacifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé à Doha? À Doha, et d'ailleurs dans tout autre conflit, lorsque deux belligérants s'assoient pour régler les problèmes pacifiquement, la première déclaration, les premiers points sur lesquels on doit s'accorder, c'est le cessez-le-feu. Je vous rappelle que nous avons déclaré le cessez-le-feu au mois de mai 2021. Au mois d'avril, le 23 avril, dès le 23 avril 2021, nous avons déclaré le cessez-le-feu. En face, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas déclaré un cessez-le-feu. La deuxième question à aborder dans ce genre de négociations, c'est la question des prisonniers de guerre. Nous avons libéré les prisonniers de guerre dès le mois de mai 2021. Les nôtres n'ont pas été libérés, non seulement qu'ils n'ont pas été libérés, mais on a refusé catégoriquement de les libérer lorsque on était à Doha. Vous allez me dire que par la suite on a libéré les prisonniers de guerre. C'est vrai, on a libéré les prisonniers de guerre, mais le traitement qui a été réservé à nos prisonniers, et d'ailleurs à tous les prisonniers de guerre dans ce conflit intercadien, c'était un traitement dégradant et humiliant. Comment comprendre qu'un prisonnier de guerre soit traîné devant les tribunaux de droit commun comme un vulgaire criminel de droit commun, au lieu de respecter la Convention de Genève sur la question des prisonniers de guerre? On a voulu les humilier et les traîner devant les juridictions de droit commun. Et écoutez, la volonté de ne pas vouloir s'asseoir avec les facts, c'est en face. Nous avons fait tout ce que nous pouvons les faire. Mais on persiste, on cherche toujours à gagner du temps. Et nous sommes sur la croisée des chemins. Il faut qu'on réfléchisse à deux fois pour ne pas commettre l'irréparable. Comme je l'avais dit tantôt, la guerre, on sait quel texte on va déclencher, mais on ne peut pas deviner, prévenir ses conséquences et son issue. Et c'est pourquoi, ayant les expériences du passé de ces pays-là, quand je vous parle des cycles infernaux de guerre, c'est vrai, tout ce qui vous voyez aujourd'hui
en termes d'incompétence, en termes de, je ne sais pas, de malgestion. Tout ça, là, ce sont les effets de la guerre. La guerre qui a duré depuis, je ne sais pas, X années. Et donc, c'est pourquoi une personne dotée des facultés d'intelligence ne peut pas opter pour la guerre. Mais lorsque nous serions contraints et obligés à emprunter cette voie-là, et ainsi soit-il. Et puis bon, vous nous parlez de dialogue national inclusif. Pour nous, le constat que nous avons fait, ce dialogue-là, n'est ni inclusif ni national. Comment vous pouvez prétendre à un dialogue inclusif du moment où l'opposition en face, l'opposition armée, n'est pas concernée par ce dialogue-là? Est-ce que c'est sérieux? C'est une fuite en avant. On cherche à camoufler, on cherche à tromper, à manœuvrer. Et effectivement, des combines à manœuvre, on a accouché des résolutions qui ne concernent que le devenir de la junte. Et quelles sont ces résolutions qui concernent les Tchadiens? Rien. Et on a fait le tout à la va-vite, allant jusqu'à transgresser les principes fondamentaux de l'Union africaine. Mais écoutez, à un certain moment donné, il faut qu'on soit raisonnable. Il ne faut pas qu'on continue dans cette manière de vouloir pratiquer la politique d'Autriche. Il faut qu'on soit responsable. Parce que ces pays-là doivent être légués à la génération future dans des conditions correctes. Merci Mahdi de me tendre la perche. Vous avez fait allusion à l'Union africaine. Récemment, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exigé aux autorités de la transition de ne pas se représenter. Que pensez-vous de cette décision et est-ce que c'est une bonne décision pour la suite des choses? Écoutez, parmi les principes fondant même l'Union africaine, il y a une résolution qui consiste à dire que les putschistes ne doivent pas se présenter aux futures élections. Ils doivent l'organiser pour que un président civil accède aux tâches suprêmes. Cette résolution-là cherche uniquement à empêcher à ce que les changements inconstitutionnels, c'est-à-dire les coups d'État et autres, soient la règle au lieu que ce soit les élections qui sont la règle. Au dialogue national inclusif de N'Djamena, qu'est-ce qui s'est passé? On a mobilisé tous les efforts, on a mobilisé tout ce que la jeune compte des courtisans et des clients pour dire que le peuple tchadien souverainement accepte à ce que la junte déroge du principe de l'Union africaine. Bon, c'est vrai, on est souverain, on est indépendant, mais dans l'hiérarchie des normes, les principes et les résolutions de l'Union africaine doivent être placés au-dessus des normes nationales. Et là, même si c'est une norme qui a été votée par une assemblée ou non, cette norme-là, cette dérogation a été introduite par le dialogue. Elle ne peut pas être au-dessus des principes fondateurs de l'Union africaine. La morale de cette résolution, c'est quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas venir par une voie inconstitutionnelle
et en même temps être juge et partie pour organiser une élection. C'est tout. On ne peut pas être juge et partie pour organiser une élection. Et donc, ça s'applique partout. On l'a appliqué au Mali, on l'a appliqué en Guinée, on l'a appliqué au Burkina, au Soudan. Et voilà, ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement le Tchad. En ce qui concerne la commission paix et sécurité de l'Union africaine, je vis le communiqué, et bon, on est un peu interloqué, un peu confus sur la maîtrise même du dossier par cette commission. Voilà, et ça apparaît un peu partout, bien qu'elle avait indiqué les principes fondateurs de l'Union africaine, à savoir la non-représentation des poutistes. La suite amène une certaine confusion et que je crois que les juristes de formation auraient constaté l'amalgame. Donc il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on étudie sérieusement ce qui se passe réellement au Tchad pour ne pas jeter la confusion, ajouter la confusion à la confusion. Visiblement, M. Madi, vous n'êtes pas satisfait par cette exigence du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine et vous dites que c'est flou. Qu'est-ce qu'il y a de flou dans ce communiqué? Ça, c'est un. Et supposons que les autorités de transition respectent cette exigence. Votre lutte armée a-t-elle encore un sens? Et qu'allez-vous faire éventuellement si les autorités de transition ne se présentent pas aux élections? Bon, écoutez, la confusion dont nous parlons en ce qui concerne les communiqués de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, c'est le fait même que, je crois, dans ce communiqué, en même temps, on salue les résolutions issues de ce dialogue dit inclusif, et en même temps, on réaffirme à côté le principe de non-éligibilité des poutistes. C'est contradictoire, parce que ce sont les résolutions de ces dialogues dits inclusifs-là qui ont dérogé, qui ont affirmé que la junte peut se présenter. Et en même temps, on dénonce de ce côté et on dit que la junte ne doit pas se présenter. Bon, je trouve c'est contradictoire. D'ailleurs, on a des éminents juristes en ce qui concerne les droits constitutionnels, des constitutionnalistes qui peuvent remarquer ça. Et la deuxième chose, c'est, vous dites, si la junte ne se présente pas, est-ce que notre lutte a un sens? Bon, modestement, humblement, je dois vous rappeler que notre lutte n'est pas fondée sur contre une personne ou une autre personne. Non, notre lutte est fondée sur la justice, l'égalité, les droits et les libertés fondamentales. Et donc, nous n'en ferons pas un cas, c'est-à-dire un tel doit se présenter et un autre ne doit pas se présenter. Nous voudrions affirmer haut et fort les droits. Les droits. Et en l'occurrence, les droits, c'est les résolutions de l'Union africaine. Donc il faut qu'on les respecte. C'est tout. Au-delà de ça, la liberté, la démocratie, la justice doivent être une réalité dans ce pays-là. Même si une autre personne vient, confisque ces libertés fondamentales, il nous trouvera devant son chemin. Monsieur Madi, ma question elle est simple. Vous ne l'avez pas répondu au deuxième volet de la question.
est-ce que demain, Mohamed Mahdi, transition, il renverse le pouvoir, il organise une transition, est-ce qu'il va se présenter aux élections ou il va juste être arbitre, organiser la transition et être arbitre? Parce que si vous renversez demain la junte ou la transition qui est en place, forcément, c'est par la voie des armes. Et donc, est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui devant les Tchadiens que vous, personnellement, vous n'avez aucune envie de garder le pouvoir ou de le confisquer ou de se présenter? Écoutez, nous n'avons pas dénoncé les principes de l'Union africaine. Et il faut les rappeler aussi. Nous étions tout à fait d'accord avec les recommandations du président de la Commission africaine, qui avait affiché clairement et nettement la position du droit en ce qui concerne l'Union africaine. Donc, non, nous avons dénoncé les communiqués de cette commission. Nous avons dit que ces communiqués est très confus, c'est-à-dire d'un côté, les communiqués dénoncent quelque chose et de l'autre côté, le saluent. Ça, c'est une confusion totale. Et ça démontre à suffisance que soit on n'a pas la maîtrise totale du dossier, soit il y a les dossiers, soit le dossier serait traité avec une certaine légèreté. C'était tout simplement ça. Le principe de l'Union africaine, il faut le rappeler aussi que le Tchad est un pays fondateur de l'OIA en 1963 et que l'OIA est l'ancêtre de l'Union africaine. Donc, il ne nous viendra jamais en tête de dénoncer les principes de l'Union africaine au nom d'une certaine souveraineté boiteuse et au nom du peuple tchadien qui est opprimé et qui est malmené chaque matin. En ce qui concerne la confiscation du pouvoir, ou bien, c'est ce que j'ai compris, quand vous dites si vous venez au pouvoir, est-ce que vous n'allez pas vous présenter? Non, non, on ne va pas dénoncer quelque chose ici et le faire de l'autre côté. Ne pas être juge et arbitre, là, c'est un principe fondateur. Et que nous, ici, notre lutte est fondée uniquement sur les changements politiques au Tchad, uniquement sur les changements en termes d'état de droit, en termes de liberté, en termes de justice. Donc, il est loin de nous de venir faire ce que nous dénonçons hier. Et d'ailleurs, dans notre compréhension à nous, se présenter à une élection, ça c'est un projet individuel qui concerne un homme et le peuple tchadien. Ça ne doit en aucun cas être un projet de lutte armée. Ça c'est dépassé. Les temps où il faut rassembler des hommes avec quelques 4x4 et venir récupérer les pouvoirs, les confisquer, ne pas rendre compte à personne, ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Et certains de mes camarades ici, c'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Voilà notre état d'esprit. Et voilà ce que notre vision de la chose politique du Tchad. Alors, si demain, M. Mahdi arrive au pouvoir ou arrive à renverser la junte et qu'il arrive au pouvoir, est-ce qu'il va se présenter ou bien il fera une transition et il va se retirer et vivre comme simple citoyen? Monsieur Bakary, je vais vous le dire d'une manière très claire et très solennelle. Être juge et parti, ça s'applique à tout le monde. Même si c'est les facts qui viennent au pouvoir et que ce soit Mahdi ou quelqu'un d'autre qui dirigerait cette transition, ils n'ont pas le droit de se présenter aux futures élections. Ça, c'est clair. On doit respecter cette règle-là. Aujourd'hui, nous le dénonçons. Et d'ailleurs, nous l'avons dit à Doha,
que si le chef de la junte démissionne, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'il soit candidat aux futures élections. Nous dénonçons uniquement le fait qu'il soit en même temps parti et juge. Mais là aussi, il ne faut pas que ça soit à la dernière minute, une semaine, 2 semaines, 1 mois avant les termes de la transition pour démissionner et dire que voilà, je ne suis pas président de transition. Ça serait beaucoup plus des manœuvres dilatoires qu'autre chose. Et donc, aujourd'hui, tel que c'est parti, celui qui dirige la transition ne doit pas se présenter. Et là, ça s'applique aussi à Mahdi. Mahdi, s'il veut se présenter, il doit céder, laisser quelqu'un d'autre diriger la transition. Et c'est ça aussi.